une banque te fait un crédit, elle ne veut pas que tu la rembourses. Je pense que les États-Unis vont rembourser leur dette un jour. Donc, elle veut que tu respectes ce qu'on appelle le service de la dette. En France, la seule façon de récupérer ton argent, c'est de vendre le bâtiment. Ici, je peux récupérer tout le montant qui a été remboursé. On va faire simple. Le bâtiment est entièrement remboursé. Je n'ai pas besoin de le vendre pour récupérer l'argent. Tout ce que j'ai à faire, c'est retourner voir la banque en lui disant « Redonne-moi un pourcentage de la nouvelle valeur. » Et donc, la banque me fait un chèque qui est une dette, mais qui est remboursé par les locataires. Quand une banque te fait un crédit, elle ne veut pas que tu la rembourses. Ce que la banque veut, c'est que tu lui payes les intérêts sur le crédit. Je ne suis pas en train de dire ici aux gens de ne pas respecter leurs obligations financières. Mais regarde la Grèce. Regarde, tu penses que les États-Unis vont rembourser leur dette un jour? Non. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire comme ils ont fait avec l'or. Nixon va retirer le gold standard, puis on va trouver une nouvelle monnaie, peut-être. Et on va dire, bah, vous savez quoi, cette dette-là, elle est épongée. La banque n'a aucun intérêt à ce que tu lui rembourses la dette. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas rembourser sa dette. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'obligation que la banque... Quand tu rembourses, elle veut tout de suite te rien dire. Pourquoi? C'est son modèle d'affaires. C'est littéralement comme ça qu'elle fait de l'argent. Donc, elle veut que tu respectes ce qu'on appelle le service de la dette. C'est-à-dire que tous les mois, que tu rembourses, que tu respectes tes obligations. Et ça change tout. Quand j'emprunte 1 million pour acheter un bâtiment de 1,2, déjà, je sais que j'ai un bâtiment de 1,2 en face. Donc, en réalité... j'ai une dette de 1 million, mais ce que la banque veut, c'est que je fasse mes paiements. Supposons que c'est des paiements de 4 000. La banque veut que tous les mois, pendant 12 mois par an sur 25 ans, que je respecte des paiements de 4 000 $. Quand tu changes ta façon de réfléchir comme ça, tu changes le paradigme. Je ne dois pas 1 million. Je dois 12 paiements à raison d'un paiement tous les mois pendant 25 ans de 4 000. Bonne nouvelle, j'achète que des bâtiments locatifs où est-ce que j'ai des locataires qui payent ces loyers-là. Donc, donne-moi un seul business où est-ce que tu es en mesure de dire « Hey, Jean, passe-moi 1 million, je vais acheter et détenir un actif de 1,2 et c'est Jacques qui va te rembourser. » Bon. Et en plus, une fois qu'ils ont fini de te rembourser, je peux aller récupérer ce montant-là et aller acheter encore un autre actif avec. Genre, pour moi, l'immobilier ici, c'est ce qu'on appelle... Avant la fin, parce que tu peux leverage. Tu n'as même pas besoin d'attendre... C'est ce que j'appelle... Pour moi, l'immobilier ici, c'est vraiment un distributeur de billets. The gift that keeps on giving. Tu vas littéralement là-bas au distributeur et tu retires l'argent de ton compte bancaire. Un bâtiment, c'est ça ici, parce que c'est liquide. En France, la seule façon de récupérer ton argent, c'est de vendre le bâtiment. Ici, je peux récupérer tout le montant qui a été remboursé. On va faire simple. Le bâtiment est entièrement remboursé. Je n'ai pas besoin de le vendre pour récupérer l'argent. Tout ce que j'ai à faire, c'est retourner voir la banque en lui disant « Redonne-moi un pourcentage de la nouvelle valeur. » Et donc, la banque me fait un chèque qui est une dette, mais qui est remboursé par les locataires. Donc, c'est comme si finalement, j'avais créé ma propre banque. Et c'est pour ça que je te parle d'1 million, parce que quand tu as 1 million d'actifs, là, maintenant, tu as un vrai pouvoir financier. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, il y a beaucoup de choses. Non, c'est ça, il y a beaucoup on va développer pour que les gens comprennent bien le modèle. Moi, j'ai compris, je comprenais pas enfin, je n'étais pas au courant du leverage parce qu'il n'y a pas ça en France. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand j'ai compris ce truc, je me suis dit... Quand je l'explique aux gens qui viennent de l'étranger, ce week-end, j'étais avec Jordan et Julio, qui sont des amis à moi, et il y a leur pote Ilan qui est arrivé de l'Espagne. Quand je lui ai expliqué le principe, je ne suis pas en train de te blaguer. Le lendemain, il a appliqué pour la résidence permanente pour le Canada. C'est en français. Le lendemain, il a appliqué. Parce que, regarde, pour moi, c'est quoi? Einstein disait que les intérêts composés, c'était la 6e ou 7e merveille du monde. Ouais. Pour moi, le refinancement, la capacité d'utiliser un bien comme étant un apport pour le prochain bien, c'est la 8e merveille au monde. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu beaucoup de mal à faire ma première acquisition. De 2012 à 2016, je n'ai rien acquis. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des biens en France. Et parce que aussi, j'étais dans une logique... Oui, parce que tu faisais de l'immobilier en France. J'ai commencé en France. J'ai commencé en France, pour la petite histoire, c'est que... étudiant à Troyes, ça, je fais une étude à la Défense, au LUCOM, WIFCOM, c'est le nom maintenant, WIFCOM. Et je suis arrivé à Paris, mais je n'avais pas de logement à Paris. Ouais. Puis moi, je n'ai pas de famille à Paris, je n'ai pas de parents à Paris, je n'ai pas de garant à Paris, tu vois où est-ce que je m'en vais. En toute transparence, aujourd'hui, en regardant mon profil de l'époque, je ne me serais même pas loué un logement à moi. Pourquoi? Parce qu'il y aurait forcément eu des meilleurs profils que moi. Ouais. Je ne vais pas entrer dans la victimisation, le racisme et tout ça. C'est pas ça que, pour moi, peu importe si ça existe ou pas, c'est pas ça qui est important pour moi. C'est de me dire, avec le profil que j'avais à l'époque, même moi, en tant que propriétaire aujourd'hui, je ne me serais pas loué un logement. Parce qu'il y aurait forcément eu un Jean ou un Jacques qui serait arrivé avec ses 2 parents, qui l'auraient baqué comme garant, qui aurait eu un plus gros salaire. J'avais un salaire décent, mais pas un gros salaire. Donc, j'ai galéré. J'ai vécu au Crous, résidence de jeunes travailleurs, sur Rennes. J'ai dormi dans le métro, dans le RER. Tu as dormi dans le RER? Dans le RER A, pour être précis, Aubert.
Après, j'ai dormi au travail. C'est génial quand tu dors au travail, parce que tu es le premier arrivé, tu es le dernier à partir. Oui, bien sûr. Tu sais ce qu'on fait, Philippe. Hein? Toute situation difficile, on la transforme en situation positive. Mais mettons les choses en perspective. Je suis le dernier à partir. Ah, Uriel, tu rentres pas? Non, j'ai des choses à finir. Ben, bien sûr, j'ai des choses à finir. Et il y avait une douche dans le bâtiment. J'étais au 21e étage de la tour Franklin. Et je descendais au 17e pour aller me laver dans la douche. Et je remontais ensuite au 21e. J'étalais mon lit sous le bureau. Je dormais sous le bureau. Et ce qui était un peu difficile, c'est que la sécurité passait. Donc, j'étais toujours un peu en stress. Mais j'ai réussi à gérer. Non, je dormais sous la table. Je dormais sous la table. Mais là où le côté positif, c'est que le lendemain, j'étais là avant tout le monde. Oui, non, forcément. Hey, Uriel, qu'est-ce que tu fais là? Non, j'avais beaucoup de boulot à terminer. Bro, je n'avais pas de logement. Wow. Et tu sais, même le plus drôle, c'est qu'à une époque, je rentrais dormir à 3. Je rentrais dormir à 3. Et bien sûr, j'étais avec toute la gang de l'époque, toute la clique. On faisait la fête jusqu'à 2 h du matin. Ce que j'avais oublié, c'est que moi, je travaillais le lendemain. Parce que j'étais une année d'avance sur eux. Eux, ils étaient encore... J'étais en TN10. Eux, ils étaient encore en dernière année. Donc, ils étaient étudiants. Ils pouvaient se permettre de se réveiller à 10 h du matin. Moi, je devais aller travailler à la Défense, qui est à 1 h 30 de 3. Le challenge est le suivant, c'est que dans le bus... C'est ça, exactement. Le train, à partir de 6 h 57, il y avait des contrôleurs. Et comme on était cheap, je prenais celui de 6 h 02 où est-ce qu'il n'y avait pas de contrôleur. Donc, je faisais la fête jusqu'à 2 h du matin et je me débrouillais pour aller à la gare, pour être présent à la gare, pour prendre le train de 6 h 02, en costume, bien habillé, pour aller à la Défense. Alors, pour aller à Paris, ensuite à la Défense, alors que la veille, je buvais du vin mousseux avec mes amis de l'époque. Tu vois le vin mousseux qui est en bas à Lidl, là, celui qui donne les mots de tête. Là. Exactement. Donc, l'immobilier, je me suis dit à ce moment-là, c'est ce qui m'a toujours drivé, c'est que si mon argent n'est pas assez bon pour qu'on me loue un logement... Parce que le pire, c'est que tu avais de l'argent, mais on ne voulait pas. Mot pour mot, je faisais 36 000 € à l'époque, 3 000 € par mois. Le stage, je venais de commencer, c'était très correct. Mais mon argent n'était pas assez bon pour louer parce que je n'avais pas de garant, je n'avais pas de backup, je n'avais pas de personne qui... Une annonce sort sur PAP ce soir, le lendemain, tu vas faire la visite, il y a la queue. Et dans la queue, tu as des gens qui viennent avec leur père qui travaille à la Défense, avec leur mère qui travaille à la Défense, et toi, tu arrives avec ton petit dossier. Ils ne vont pas te prendre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mon argent n'est pas assez bon pour qu'on me loue un logement, mais il va être assez bon pour qu'on me vende un logement. Et c'est là que j'ai acheté mon premier appartement à Cergy-le-Haut. Pourquoi Cergy-le-Haut? Je veux juste que tu me parles un peu, parce que là, ça c'est ubuesque, ça. Tu as dormi dans le métro. RER-A, pour être précis, RER-A, à Aubert. Ouais. Comment ça s'est fait? Bah, à un moment, c'est que tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais? Au fait, je dormais chez un ami à moi d'abord à Enghien-les-Bains. Après ça, on s'est un peu disputé. Hector, salut, si tu me reconnais. Puis honnêtement, c'est de ma faute parce que je ne comprenais pas pourquoi il mettait la pression pour payer le loyer, alors qu'en réalité, lui, il devait payer quelqu'un derrière. Il me saoulait son logement, en fait. Et aujourd'hui, je comprends tout à fait. Je me suis excusé depuis. Donc, Hector, si tu vois cette vidéo. Et ensuite, j'ai fait avec... Attends. Donc, tu se louais chez lui? Ouais. Et tu ne voulais pas payer? Non, c'est pas que je voulais pas payer, mais moi, j'étais pas payé. Moi, j'étais payé. Je sais, mon salaire venait à peine de rentrer, je l'avais dépensé. Donc, tu sais, j'essaie un peu de gérer un peu mon budget. Puis lui, il mettait vraiment la pression. Mais aujourd'hui, je comprends. Le locataire ne me paye pas le premier du mois et le lendemain, je suis sur son dos. Mais je comprenais pas cette logique-là. Après ça, je suis allé au Crous avec Camille Samel et Elisère d'ailleurs, au Crous. Oui. Après ça, je suis allé à un foyer de jeunes travailleurs à Suresnes, le T2. Puis au bout d'un moment, j'en avais marre de me balader, au fait. Du coup, là, je me suis dit, OK, c'est ce qu'on va faire. Parce que je passais vraiment de résidence en résidence. J'avais pas de logement. Puis, ta valise tenait en... Oh, elle était au travail. Tu avais deux, trois affaires. Ouais. Je gardais ceux dont j'avais besoin pour la semaine. Je laissais ça au travail. Ouais. Puis, honnêtement... Et on te voyait comme ça, tu rigolais avec tout le monde. Propre, en fait. propre. Mais Philippe, c'est comme là, on rigole, mais on a nos challenges dans nos entreprises. Et si on en parle aux gens, ils vont dire, mais ces gars-là, si je te parle du nombre de millions que j'ai sur ma tête, ouf. Mais zéro stress, parce que la réalité, c'est que s'il n'y a pas de challenge, tout à fait. C'est pas intéressant. Si on ne règle pas des problèmes, on ne fait pas d'argent, quelque part. Et donc, c'est ça. Donc, après ça, c'était... j'ai trouvé... Mais du coup, comment tu dors à Aubert? Tu dors dans le train? Tu dors RER. Tu dors dans la gare? La gare de RER. RER-A. RER-A. Oui, je vois très bien la station d'Aubert. Aubert, Opéra. Ouais. Comme les SDF qu'on voit souvent là? Ouais. J'ai eu une phase parce que c'était... En fait, c'était en 4 semaines. J'ai eu une semaine à Opéra, j'ai eu une semaine au boulot, j'ai eu une semaine à 3. Puis après, j'ai fini par trouver. Wow. Mais ce que je dis là ne doit pas en choquer beaucoup. C'est dur de trouver un logement à Paris. Oui, peut-être. Mais je ne connais personne qui est passé par ça. Peut-être que je connais une personne qui a dormi un jour. Tu ne les as pas interviewés. Peut-être, ou alors ils n'ont pas voulu dire la réalité. Mais pourquoi j'en parle avec beaucoup de facilité? C'est parce que c'est ce qui m'a forgé.
Ouais. Les gens essayent de, et on va se retrouver là-dessus, d'éviter la douleur. Et je dis pas qu'il faut se jeter par-dessus un pont, mais you gotta embrace the pain. En gros, c'est dans la douleur que tu trouves ton salut, au fait. C'est dans la difficulté. Tout ce que j'ai bâti après venait de là. Et je vais te raconter d'ailleurs l'histoire de, après avoir acheté ici, j'ai acheté un bâtiment de 3 logements, un immeuble de rapport de 3 logements sur la rive sud de Montréal. Et c'est là que je me suis forgé. Je m'explique, j'ai eu 3 locataires exécrables. Ils m'ont rendu la vie extrêmement difficile. Pourquoi? Moi, un jeune qui vient acheter le bâtiment que eux avaient essayé d'acheter chez le propriétaire et qui n'avaient pas réussi à le faire. Et d'où est-ce que moi, je débarque, je suis leur propriétaire. Du coup, ils ne reconnaissaient pas mon autorité, qui est celle qui a sur mon titre foncier, au passage. Ils m'ont rendu la vie difficile. Je me souviens de fois, ils m'ont appelé, je venais de refaire entièrement une cuisine avec des meubles Ikea. C'était comme mon ami Carlos qui m'avait aidé à le faire. Les mecs, ils ont lavé leurs chiens dans l'évier, ils ont bouché l'évier, gros dégâts des eaux en bas. Là, comme un con, j'arrive. Déjà, quand tu as un dégât des eaux, tu n'as rien à faire sur place. Ils appellent leur assurance, pas toi. C'est pas toi qui as créé le dégât des eaux. Donc, en fait, je n'avais même pas à me déplacer, mais j'étais inexpérimenté. Je suis allé sur place. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça? Ils m'ont rendu la misère. Et c'était un samedi soir, au lieu d'être avec ma femme et mes enfants, j'étais là-bas en train de me taper, passer la mop, déboucher, nettoyer. Et sur le chemin du retour, il y a une route, comme pour ceux qui connaissent Montréal, c'est la 15 Nord. Et en fait, quand tu prends la 15, tu vois Montréal, tu vois vraiment Montréal, le skyline, tu sais, les bâtiments et tout ça. Et je me suis dit, malgré ça, un jour, j'aurai mon bâtiment dans cette ville. J'aurai ma tour dans cette ville.